Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par le GNCRA en collaboration avec Atypi Friendly. J'attends quelques petites secondes que tout le monde arrive. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour ce webinaire, voilà, sur la thématique accompagner les étudiants autistes à l'université. Il s'agit d'un webinaire que nous reproposons pour la troisième fois. Voilà, donc en collaboration avec Atypi Friendly dans le cadre de la formation des proches aidants. Donc ce webinaire durera 1 heure et quart. Nous avons prévu un grand temps de présentation avec nos intervenants et puis un temps de questions en fin de webinaire. Voilà, donc l'objectif de ce webinaire est de vous permettre à toutes et tous d'identifier les étapes clés du parcours universitaire, de pouvoir décliner les dispositifs et services existants et d'analyser notamment les points de vigilance pour les proches et les professionnels. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de Marie-Hélène Plumet, enseignante chercheuse en psychologie, référente locale à Tipeee Friendly, Nina Anfedak-Morer, chargée de projet transition, et Laetitia Chabert, proche aidante. Voilà, je vous remercie toutes les trois pour votre présence. Je vais vous laisser la parole. Des petits éléments de cadrage. Nous ne pourrons pas répondre à des questions d'ordre personnel, mais n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse que nous allons vous placer dans l'onglet QR. Utilisez bien, s'il vous plaît, l'onglet QR en bas de votre écran pour poser vos questions. Et voilà, nous tâcherons d'y répondre au maximum de nos possibilités. Et puis autrement, nous pourrons y répondre à l'issue du webinaire. Le webinaire sera disponible en replay sur la page YouTube du GNCRA d'ici quelques jours et le support de formation sera également disponible sur la page Campus, la plateforme Campus du GNCRA. Voilà pour les petits éléments. Je vous partage mon écran et nous allons pouvoir commencer. Tac. Hop. Marie-Hélène, je te laisse la parole. Bon webinaire Merci à tous. beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Marie-Hélène Plumet, je suis impliquée dans le programme Atypi Friendly à la fois au plan national dans un groupe de travail sur la transition du lycée vers l'université et puis aussi dans l'équipe locale de l'université Paris-Cité où je suis enseignante-chercheuse. Alors, juste un mot tout d'abord sur Atypi Friendly, même si c'est Nina qui vous présentera surtout les ressources. C'est quoi? C'est un programme national expérimental de l'enseignement supérieur. Donc, c'est pas une association, c'est vraiment un programme qui met en œuvre, en coordonnant au plan national, un certain nombre de dispositifs et de ressources pour mieux accueillir les étudiants avec troubles du neurodéveloppement. Ce programme est mentionné dans la stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement, aujourd'hui qui s'appelle tout court troubles du neurodéveloppement, en articulation et en soutien aux services existants pour notamment les services des missions handicap, pour faire en sorte que l'environnement universitaire et des études supérieures soit le plus inclusif possible pour les étudiants. Aujourd'hui, on va se centrer surtout sur les étudiants avec troubles du spectre de l'autisme, mais on essaie d'élargir cette démarche aussi aux étudiants avec des TDAH ou des troubles 10, par exemple. Donc, c'est un programme qui essaye vraiment de mutualiser toutes sortes de ressources qui peuvent être comme ça proposées dans telle ou telle université est rattachée au programme, avec des outils clés en main, des ressources qui s'appuient sur des ressources avec des experts scientifiques et des experts de terrain, mais aussi des personnes concernées. Je laisse avancer. Donc, on va d'abord montrer un petit peu dans le parcours étudiant quelle peut être aussi la place d'un approche aidant à différentes étapes, les points de vigilance, d'accompagnement, le positionnement de cet accompagnement. On fera une petite synthèse rapide sur le fonctionnement de l'université pour repérer les
éléments du cadre qui sont à connaître. Et puis Nina donc présentera quelques exemples de ressources du programme. Et ensuite, Laetitia Chabert, proche aidant, fera part de son témoignage dans l'accompagnement d'un étudiant. Alors, commençons par le parcours. Ça veut dire quoi être étudiant à l'université et qu'est-ce que ça implique en termes d'adaptation? On le sait, c'est un grand changement quand on arrive dans les études supérieures à l'université parce que par rapport au lycée, on demande souvent beaucoup d'autonomie. Donc, c'est un challenge au quotidien de pouvoir se lancer dans cette autonomie. C'est un environnement qui est nouveau aussi, hein, qui est souvent plus grand, qui a parfois plusieurs composantes. Il faut se promener d'un endroit à un autre. Donc, d'un point de vue physique, le campus est plus étendu qu'un simple lycée. La population étudiante est plus vaste. Les nombres d'enseignants aussi sont plus importants. Il faut aussi maîtriser l'environnement pour se rendre à cette université et il faut prendre plus généralement de nouvelles habitudes, des nouvelles routines pour que tout ça puisse se faire dans la façon la plus sécurisée possible, tout en sachant que on sait que pour les personnes PSA, tout ce qui est adaptation nouvelle peut être une contrainte. Donc, c'est pour ça que ça a besoin de se préparer beaucoup en amont cette arrivée dans ce nouvel environnement. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est l'emploi du temps qui va être différent de celui du lycée. Au lycée, généralement, c'est pratiquement tous les jours un emploi du temps assez chargé. Là, on peut avoir des horaires plus variables. Ça dépend des filières, mais parfois, on n'a pas cours tous les jours. Et il faut organiser ces parties où on n'a pas cours pour soi-même travailler. Ce n'est pas juste des moments pour aller se promener, mais il faut organiser de manière autonome son travail en fonction de cet emploi du temps. Et cet emploi du temps, il change chaque semestre, mais parfois aussi il change en cours de route. Ça, c'est fréquent à l'université. Donc, ça demande de beaucoup surveiller qu'est-ce qu'il peut y avoir comme changement, des changements de professeurs, des changements de salle. Donc, tous ces éléments-là demandent de pouvoir trouver les ressources pour s'adapter à ces variations d'emploi du temps. Les attentes aussi sont différentes, les attentes pédagogiques. Donc, le travail universitaire, on ne demande pas la même chose qu'un travail au lycée. Souvent, on demande une gestion, on l'a dit, plus autonome de ce travail personnel, beaucoup de travail où on doit élaborer soi-même un plan pour organiser son travail. On attend que l'étudiant fasse ses recherches bibliographiques, qu'il soit capable de mettre en lien différents types de supports. Et le guidage pédagogique est moins important généralement que celui du lycée. Donc, c'est l'étudiant qui doit découvrir comment le faire. Excuse-moi, tu peux remonter un tout petit peu. Voilà. Donc, ça demande aussi ce nouvel environnement des études supérieures, souvent de gérer son quotidien. Alors, les situations peuvent être différentes d'un étudiant à l'autre. Certains sont encore chez leurs parents, d'autres commencent à habiter seuls ou en colocation avec d'autres personnes. Mais il va falloir gérer non seulement les transports, mais les tâches ménagères, les repas, même l'alimentation, simplement sur le lieu de l'université, toutes les nouvelles routines à trouver pour être à l'aise dans ce nouvel environnement. Il faut gérer aussi toute une série de tâches administratives, les inscriptions à l'université, à la bibliothèque, ensuite prévoir comment s'inscrire pédagogiquement dans les différents choix qu'on peut avoir de travaux dirigés, par exemple. Ça demande aussi souvent de commencer à gérer son propre budget. Donc tout ça, il faut évidemment y arriver dans le rythme propre à chaque étudiant, mais on va vers cette autonomisation progressive. Et donc il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'imprévus possibles, beaucoup de codes sociaux aussi qui sont nouveaux dans les relations avec les différents partenaires, que ce soit les étudiants ou bien le personnel administratif ou pédagogique. Alors là, je vous mets tous les challenges, mais il faut voir aussi que l'arrivée dans les études supérieures pour les étudiants avec TND, bien sûr, il y a des défis liés à certaines vulnérabilités liées à leurs particularités fonctionnelles, mais c'est aussi un endroit où ils vont pouvoir enfin investir leurs intérêts et leurs points de force. On sait que les personnes avec TND ont des points de force spécifiques, notamment ceux qui arrivent jusque dans les études supérieures sans déficience intellectuelle. Ils ont des points d'intérêt, de points de force très riches et c'est l'occasion de les valoriser à condition évidemment que l'environnement universitaire soit suffisamment inclusif pour s'adapter à ses besoins et qu'il puisse donc développer ses passions, ses intérêts spécifiques. Alors, quand on est
et aidant d'une personne avec TSA, plusieurs questions sont à se poser. Qui sont ces personnes? Elles peuvent être assez différenciées, hein, parce que, bien sûr, quand on pense au secondaire ou même à l'école primaire, on pense surtout à l'aidant familial, aux parents, mais arrivé à l'âge adulte, ou juste à l'aube de l'âge adulte pour certains, ça peut continuer à être les parents, mais ça peut être aussi un membre de la fratrie, ça peut être pour certains un conjoint, ça peut être un proche, un ami, ça peut être un bénévole d'une association qui a pris l'habitude de suivre l'étudiant dès le secondaire. Donc, il y a une variété de profils. Après, se pose la question, on va y revenir sur la diapo suivante, sur la place des aidants dans le système de l'enseignement supérieur. On peut se dire, notamment en tant que parent, je ne vais peut-être pas être très bien accueilli, moi, si je continue à aider mon étudiant à l'université, alors qu'on lui demande de l'autonomie. On va y revenir. Ça pose aussi la question du droit des aidants. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont droit de venir à l'université, par exemple? On va aussi en parler. Et puis aussi, ça pose la question, qui se pose déjà avant, du besoin de soutien et de dialogue des aidants, de trouver des ressources de soutien émotionnel, de soutien social, de pouvoir communiquer peut-être avec d'autres aidants, d'étudiants avec les mêmes profils. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de séminaire et qu'il y a des ressources au GNCRA. Alors, donc, quelle place pour les aidants dans le système de l'enseignement supérieur? C'est vrai qu'on est à une phase charnière, hein, où l'étudiant commence à rentrer dans l'âge adulte et on est toujours dans un dilemme entre l'autonomisation des jeunes adultes et la vigilance, parce qu'on sait qu'ils ont des besoins spécifiques et que ces besoins vont changer encore au cours du temps et qu'on veut leur éviter des pièges, on veut leur éviter de se retrouver dans des surcharges, notamment de gestion, hein, donc que ce soit administrative ou que ce soit même sensorielle. Donc, on est toujours un peu tiraillé en tant qu'aidant parce qu'on a envie de faciliter, favoriser, d'apporter de l'aide. Et en même temps, eh bien, il faut trouver les moyens pour que l'étudiant lui-même puisse s'autonomiser. On verra des exemples, notamment avec Laetitia tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de positionnement typique, ça va dépendre de chaque étudiant, de là où il en est, mais on sait qu'on est toujours dans ce dilemme. Il y a aussi la question de la reconnaissance du rôle de soutien, qui est très important, hein, de ces aidants pour ces étudiants, et jusqu'à quel point l'étudiant lui-même aussi l'accepte ou pas. Est-ce qu'il veut à un moment diminuer ce soutien? Et aussi, bah, quand on apporte ce soutien, comment on va être reçu à l'université? Et ça, on a justement, en tant que programme Atypie Friendly, un rôle à jouer aussi pour sensibiliser les équipes, pour faire reconnaître ce besoin de soutien, que ce n'est pas un étudiant qui manque d'autonomie, c'est simplement qu'il a besoin, dans certaines situations, par exemple quand il arrive à l'université pour le moment où on va analyser ses besoins avec les équipes handicap, eh bien, on peut très bien considérer, en accord bien sûr avec l'étudiant qui est majeur, qu'il peut avoir besoin de la présence d'un proche au moment de cet examen des besoins. Pour certains, ils n'en ont pas besoin, mais pour d'autres, ça sera plus confortable. Donc, on va adapter la situation. Alors, en général, les aidants ne sont pas admis sur les lieux de cours eux-mêmes, c'est-à-dire dans les amphis ou dans les classes, mais par contre, ils peuvent être présents. Donc, pour ces entretiens d'évaluation des besoins, mais aussi parfois dans des phases d'orientation. Hein, donc, on va essayer de trouver des solutions pour que toujours avec l'autorisation de l'étudiant qui est prioritaire, on puisse donner cette place pour qu'il y ait à la fois cette sécurisation, parfois des compléments d'information, et puis permettre à l'étudiant ensuite de faire son chemin. En amont aussi, les aidants sont souvent très présents dans tout ce qui est engagement dans les études supérieures et on a développé maintenant depuis plusieurs années un partenariat avec l'ONICEP, hein, pour pouvoir faire des webinaires Parcoursup qui sont spécifiques aux étudiants TND et notamment aux étudiants autistes avec deux webinaires, un avant les premiers vœux et un, vous le verrez, après les premiers résultats. On vous donnera les dates à la fin. Donc ça aide beaucoup. Souvent, il y a des étudiants eux-mêmes, mais il y a aussi des aidants qui participent à ces phases-là. On sait que ça peut être anxiogène déjà pour n'importe quel étudiant, mais évidemment, pour les étudiants avec TSA, ça peut être important d'être aidé à ce moment-là. Pendant le cursus, eh bien, les aidants vont essayer de trouver un positionnement qui peut changer au cours du temps, en dialoguant avec l'étudiant, bien sûr, mais aussi avec les différents personnels administratifs, enseignants, chargés de l'accompagnement, de l'orientation. Et les universités sont parfois plus ouvertes qu'on ne le pense, hein, sur la place de ces aidants, mais il faut en discuter avec elles
Et cette ouverture, elle est variable d'un établissement à l'autre, parfois à l'intérieur d'une université, d'une composante, par exemple en histoire ou en psycho. On n'a pas toujours le même accueil par rapport aux aidants. Mais ça, c'est aussi notre rôle, quand c'est nécessaire, de faire des sensibilisations grâce à la Tipeee Friendly dans ces différentes composantes pour permettre de bien positionner la place des aidants. Alors, les points d'attention, quels sont-ils pour qu'un étudiant rentre dans le supérieur? Il y a évidemment le démarrage, le bon embarquement des étudiants, que ce soit une filière qui l'intéresse, a priori, même si, comme pour n'importe quel étudiant, ça peut changer éventuellement au cours de ses études, qu'il est suffisamment anticipé, tous les éléments, y compris des prévisites de l'endroit dans lequel il va étudier, qu'il puisse anticiper au maximum ce qui va être à la fois son environnement, son emploi du temps, les personnes ressources, tout ça sont des éléments vraiment importants au démarrage. Et on a, vous verrez sur Atypi Friendly, des fiches récapitulatives qui permettent de bien s'assurer de ces étapes. Et puis après, évidemment, on découvre aussi en cours de route que finalement certaines choses qu'on pensait difficiles ne sont pas si difficiles, mais d'autres auxquelles on ne s'attendait pas deviennent des conditions d'adaptation difficiles. Donc, il faut essayer d'éviter l'effet boule de neige qui fait que l'accumulation des adaptations au quotidien peut donner des surcharges et des effets de décrochage. Donc ça, il faut vraiment le surveiller pour voir si l'étudiant s'adapte bien au rythme, à l'environnement, arrive à gérer son temps. Donc ça, c'est pareil au début, il peut avoir besoin d'aide pour la gestion de son temps et petit à petit, on peut lui donner des moyens plus autonomes de gérer lui-même son planning et son temps. Ce qui peut poser aussi des difficultés adaptatives sur le travail en groupe. Donc ça, là encore, on peut trouver parfois des solutions pour trouver d'autres manières de travailler ou en plus petit groupe que celui qui était prévu. Ça, on peut en discuter avec les équipes pédagogiques pour que ce travail en groupe se fasse dans des conditions confortables pour la personne. C'est aussi prévoir l'insertion professionnelle. Alors ça, c'est pas toujours facile pour n'importe quel étudiant à l'université. Au début, on y va surtout parce qu'il y a certaines matières qui nous plaisent, mais on ne sait pas toujours où on va. Et là aussi, on a besoin de pouvoir avoir des équipes d'orientation bien sensibilisées au TSA pour que ça fonctionne. Sinon, on a des étudiants qui ne sont pas du tout satisfaits de leur rencontre avec les personnels d'orientation parce qu'ils n'ont pas compris leurs besoins particuliers. Mais on les aide aussi pour ça, tout au long du parcours. Et puis, bien sûr, c'est aider l'étudiant à s'y retrouver dans les ressources, que ce soit les ressources de son université, sur son site notamment, ou celles données par les enseignants, mais aussi sur les ressources du programme Atypi Friendly, parce qu'elles sont très nombreuses, et faire le tri entre tout ça, c'est pas toujours facile. Donc, les aidants, souvent, ils connaissent bien quels sont les besoins spécifiques de l'étudiant, et ils arrivent à le guider un peu plus vers certaines ressources plutôt que d'autres. Donc ça peut être aussi un point d'aide très important. Et tout ça, évidemment, dans une démarche d'autonomisation progressive de l'étudiant, qui, on l'a dit, est quand même évidemment le but au fur et à mesure de ses études. On reçoit des étudiants à tous les niveaux, des primo-arrivants, mais aussi des étudiants qui rentrent dans le programme en master, voire en doctorat. Alors, un petit point sur le fonctionnement de l'université. En gros, il faut savoir que dans chaque université, on a des organisations physiques qui peuvent être assez différentes. Parfois, elles sont très dispersées sur les grandes villes, comme en Île-de-France, par exemple. Mais en gros, il y a toujours dans chaque filière, c'est-à-dire chaque discipline, si vous êtes en art, si vous êtes en anglais, si vous êtes en histoire, il y a toujours un secrétariat pédagogique qui va aussi gérer en général les aspects administratifs du cursus, les inscriptions, les informations générales, l'emploi du temps. De plus en plus aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont relayés par les sites Internet des universités. Mais c'est bien aussi parfois d'avoir des contacts privilégiés avec des personnes, parce que c'est un peu plus facile pour trouver de l'aide que de s'éparpiller dans des sites Internet. Donc, sachez que vous avez des services où l'étudiant pourra trouver toutes ces informations et avec de l'aide des personnes, ça prend moins de temps. Et là encore, on essaie de former aussi les personnels administratifs pour qu'ils sachent accueillir les personnes avec des particularités cognitives, comme les personnes TSA ou des particularités sociales. Il y a aussi un responsable pédagogique, donc ça c'est un enseignant-chercheur pour chaque filière et chaque niveau. Donc ça c'est important de bien le repérer quand vous arrivez à l'université. Quelle est cette personne responsable pédagogique de la licence 1, de la licence 2, de la licence 3, du master, qui est souvent aussi en lien avec un enseignant référent handicap qui va vous permettre d'avoir des ressources bien ciblées pour l'étudiant.
Ils sont des interlocuteurs privilégiés. Il y a aussi la bibliothèque, hein, dans chaque université. Bien sûr, là encore, on a des bibliothèques en ligne de plus en plus, mais c'est aussi des endroits qui sont stratégiques parce que dans les bibliothèques, d'abord, c'est souvent assez calme par rapport aux autres lieux de l'université. Il y a souvent des box dans lesquelles on peut s'isoler, donc ça peut être des lieux de répit, des lieux pour travailler de manière plus sereine que dans d'autres endroits de l'université. Et puis, bah, ce sont souvent des sources, évidemment, de documentation extrêmement intéressantes. Mais là encore, il faut avoir fait les démarches administratives pour pouvoir y accéder. Il faut faire sa carte, souvent, de bibliothèque. Il y a un service d'orientation qui peut être soit localisé dans la fac et dans le campus où se trouve l'étudiant. Parfois, il est délocalisé. Donc, il faut bien repérer physiquement où est-ce qu'il peut être ce service d'orientation pour, si besoin, amener l'étudiant à y aller au moment où il peut en avoir besoin. Il y a des services de santé aussi, hein, dans chaque université, avec des médecins, qui vont participer parfois à la validation du diagnostic ou la validation, en tout cas, des aménagements, notamment dans le PEAEH, le plan d'accompagnement. Hein, ce sont les médecins de l'université qui vont valider un certain nombre d'options d'aménagement qui concernent spécifiquement les examens. Vous avez aussi dans chaque service universitaire, hein, des assistants sociaux, des psychologues, des personnes qui peuvent être en charge de la prévention. Donc, c'est aussi des services à connaître selon les besoins de l'étudiant. Il y a le CRUS qui va être le service qui va s'occuper du logement, des bourses, de la service de restauration, notamment le restaurant universitaire, mais aussi d'offrir des services de culture, de loisirs, de sport à des tarifs avantageux et aussi parfois des offres de jobs étudiants. Et puis, donc, tous ces éléments font partie de la vie étudiante classique et les éléments clés, évidemment, pour un étudiant avec TSA, ça va être le service handicap, alors qui peut porter différents noms, hein, ça peut être mission handicap, pôle handicap, relais handicap, mais tout ça, c'est la même chose. Dans chaque université, il y en a un. Et ça, c'est vraiment essentiel de prendre contact en amont, avant d'arriver dans l'université. Et ce service handicap, pour les universités qui sont dans le programme ATP Friendly, ben, travaillent en articulation étroite. Parfois, ce sont les mêmes personnes, hein, qui sont l'équipe locale ATP Friendly et le service handicap. Parfois, ce sont des personnes différentes, mais elles travaillent étroitement ensemble avec différents référents, hein, qui vont se charger chacun de tel ou tel étudiant. Et pour accéder à tous ces services, ben, le pass vraiment important, c'est d'avoir sa carte d'étudiant. Parfois, rien que cette étape-là, ben, les aidants peuvent être importants pour voir si ça va jusqu'au bout, pour que l'étudiant ait vraiment sa carte d'étudiant. Alors, le cadre réglementaire fait qu'à l'université, ben, on peut demander des aménagements, même si on n'a pas encore un diagnostic. Hein, chaque situation avec des besoins spécifiques va être examinée. C'est évidemment pour les aménagements d'examen, là, il faudra un diagnostic, mais vous pouvez déjà faire la démarche, même si l'étudiant n'a pas encore eu confirmation de son diagnostic. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir ni notification MDPH, ni diagnostic médical pour au moins commencer la démarche de demander des aménagements. Après, bien sûr, on va avoir besoin de cette confirmation médicale pour certains aménagements. Sachez aussi que chaque université est autonome concernant les aménagements, donc certaines vont proposer des choses, d'autres pas, en fonction de leurs ressources locales. Mais toutes ont l'obligation de respecter au moins la réglementation générale, hein, qui est de s'adapter aux étudiants en situation de handicap et de leur fournir un environnement qui leur permette le plus possible de favoriser leurs études. Et de manière plus générale, on peut appliquer à l'université une approche par besoin. Tous les étudiants à besoins éducatifs particuliers doivent être pris en compte. Ça peut être des étudiants en situation de handicap, mais ça peut être des étudiants salariés, ça peut être des étudiants artistes, sportifs de haut niveau, chargés de famille. Donc, tous ces aménagements, ben, ils tiennent compte des situations spécifiques, hein, et c'est prévu dans le fonctionnement de l'université. Et le principe, c'est pas de donner des privilèges à tel ou tel, mais un principe d'équité par rapport aux exigences adaptatives, hein, que ça représente, ces situations spécifiques. Ben, on va essayer de faire en sorte que l'environnement favorise au maximum la réussite de ces études. Je te laisse avancer. Alors, est-ce que ce sont les mêmes aménagements que ceux du secondaire? Pas nécessairement. On va réexaminer les besoins pour chaque étudiant, mais certains aménagements peuvent se transférer, ce qu'on appelle la portabilité, hein, notamment certains aménagements
liées à des supports numériques qu'on a besoin d'utiliser, des aménagements de tiers-temps supplémentaires pour les examens. Souvent, ces choses-là, elles vont être reportées. Mais l'important, c'est de faire un bilan pour chaque étudiant de ses besoins actuels pour pouvoir ajuster ces aménagements qui peuvent être beaucoup plus variés et plus créatifs encore que dans le secondaire. Alors, les aménagements, on fait la différence entre les aménagements d'études et les aménagements d'examen, parce que, je vous le disais, les aménagements d'examen, ils demandent un avis médical et d'être consignés dans le PAEH, le plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap. Les aménagements d'études, souvent, ils y figurent aussi, mais on peut les démarrer même sans cet avis médical. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme aménagement? Il y a les classiques, comme par exemple avoir un preneur de notes qui peut aider à soulager l'attention de l'étudiant pendant des cours et pouvoir se consacrer sur l'écoute et puis ensuite récupérer ses notes. Ça peut être un tuteur étudiant qui va permettre d'organiser un travail régulier, souvent un tuteur qui est un peu plus avancé dans le cursus et qui est désigné par le service handicap. Et on essaye de former, nous, ces tuteurs, justement aux particularités des étudiants TSA. Ça peut être un tiers-temps aux examens, mais en essayant aussi de bien savoir comment l'étudiant va l'utiliser, ce tiers-temps. Donc ça ne suffit pas de donner un tiers-temps. Là, les aidants, parfois, peuvent aider pour justement savoir comment l'utiliser, mais aussi les enseignants, mais aussi les tuteurs, quand ils sont bien sensibilisés aux particularités de ces étudiants. Ça peut être un étalement de cursus, par exemple, la licence qui est prévue en 3 ans, on peut la faire en 4 ans ou plus, en 5 ans. Ça, c'est un accord pour permettre qu'il n'y ait pas trop de fatigabilité et que les études puissent se faire au rythme de l'étudiant. Ça peut être des substitutions des modalités d'examen, par exemple un examen oral transformé en examen écrit ou inverse, selon les besoins. Ça se discute avec les équipes pédagogiques. Ça peut être aussi que si l'étudiant ne va pas jusqu'au bout de la validation complète de son diplôme, il puisse au moins avoir des certifications partielles de son diplôme qu'il pourra mettre en avant dans son CV pour ses recherches professionnelles. Et puis, il y a des aménagements moins courants qui sont vraiment spécifiques aux étudiants avec des TND, notamment tout ce qui est lié à la surcharge sensorielle et mentale. Donc, ça peut être de pouvoir avoir des atténuateurs sensoriels, porter un casque dans les cours ou des lunettes de soleil, par exemple, et que les équipes soient bien prévenues que cet étudiant, il ne fait pas ça juste parce qu'il écoute de la musique en cours, mais parce qu'il en a besoin. Donc ça, c'est des choses tout à fait classiques qu'on peut mettre en place. Ça peut être être autorisé à sortir d'une salle de TD quand on en a besoin sans avoir à faire la demande à chaque fois à l'enseignant pour pouvoir retrouver un peu plus de sérénité quand il y a une surcharge. Ça peut être des cours en partie en distanciel, notamment les cours en amphithéâtre qui peuvent être particulièrement surchargeants du point de vue du bruit ou de la lumière. Ça peut être bien sûr de rendre accessible au maximum les supports pédagogiques, donc en mettant les cours sur Moodle, les cours en support écrit, en support audio, en support vidéo pour s'adapter à chaque particularité cognitive. Ça peut être, donc on l'a dit, des cours ou des examens en partie ou complètement à distance, même si on ne conseille pas en général de faire tout à distance. Il y a besoin aussi d'être immergé dans les relations avec les enseignants pour qu'il y ait une motivation suffisamment soutenue. Et puis, généralement, une mise en place de parcours individualisés pour chaque étudiant. Je te laisse avancer. Donc, l'idée du programme Atypie Friendly, c'est d'envisager l'accompagnement globalement, de répondre à un besoin d'accompagnement global. Et bien sûr, il y a un besoin d'accompagnement pédagogique, mais aussi de méthodologie du travail universitaire, de sa vie sociale, des conditions de logement, de transport, de restauration, de pouvoir permettre aussi des échanges avec d'autres étudiants TSA ou TND pour pouvoir s'échanger du soutien, mais aussi des trucs au quotidien sur sa vie en tant qu'étudiant. Ça peut être aussi, donc on l'a dit, avoir d'autres étudiants tuteurs qui vont accompagner ces étudiants, accompagner le projet professionnel et le projet d'insertion et la qualité en général, la qualité de vie de l'étudiant. Et pour ça, on essaye de développer des ressources à la fois pour les étudiants, mais ça demande aussi des ressources pour tout le personnel autour. Si on n'aide pas les enseignants et le personnel administratif, on n'aide pas les étudiants eux-mêmes. Donc, ce n'est pas uniquement centré sur les étudiants et sur les aidants, le tout étant, tu peux cliquer s'il te plaît, Nathalie, d'éviter, non, la surcharge et la fatigue, et aussi l'incompréhension ou la mécompréhension, parce que par exemple, si on ne communique pas vraiment sur ses besoins spécifiques, il y a beaucoup de malentendus dans les relations sociales avec les enseignants ou avec les autres étudiants. Donc ça, c'est important et on peut aider aussi à cette communication en tant qu'équipe Atypie Friendly.
et pour favoriser l'anticipation, la valorisation de soi, l'épanouissement et l'autonomie. Voilà, je laisse la parole à Nina pour vous présenter quelques ressources. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je suis Nina Enfedac-Morer, chargée de projet au sein de l'équipe nationale Atypie Friendly. Et je travaille donc en collaboration avec Marie-Hélène sur tous les sujets qui concernent la transition vers l'université. Alors, je vais vous présenter maintenant, comme vous le voyez à l'écran, quelques-unes des différentes ressources que nous avons créées et que nous mettons à disposition pour accompagner vos proches et vous-même avant la rentrée, pendant et après. Alors, parmi ces ressources, donc comme Marie-Hélène vous l'a dit, on propose des webinaires, notamment celui Parcoursup, voilà, que nous organisons avec l'ONICEP. Donc, un premier webinaire a eu lieu en février et un second aura lieu le 27 mai de 14h à 16h. Vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est là. Et après, il y a toutes les informations sur le site dans la partie actualité. Ces webinaires, donc, ils ont vraiment pour objet de comprendre les étapes clés de Parcoursup. Et je pense que celui de mai pourra vous intéresser parce que il y aura aussi tout un temps pour expliquer les recours possibles et notamment comment, si votre proche n'a pas eu l'orientation qu'il souhaitait, l'admission qu'il souhaitait, comment faire un recours. Ensuite, à la rentrée, nous proposons des webinaires de pré-rentrée. Généralement, c'est fin août, 28-29 août, et ensuite la semaine de la rentrée, qui offre une première immersion dans l'environnement universitaire. Donc là, on va vraiment faire découvrir les services, les outils d'accompagnement, tous les repères qui concernent la vie étudiante, comme Marie-Hélène vous l'a dit, donc vraiment le Crous, le fonctionnement des bibliothèques, le logement, etc. Donc là, il y a 2 matinées qui sont plutôt destinées aux étudiants et un webinaire en soirée pour les proches aidants. Et évidemment, vous êtes les bienvenus aux webinaires qui sont pensés pour les étudiants. Voilà. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, Nathalie? Donc là, on fait un petit zoom. C'est un jeu sérieux Univ Défi qui est disponible sur notre site gratuitement. Il a été conçu pour préparer vraiment concrètement la rentrée universitaire de manière interactive, avec vraiment des exemples très précis. C'est très ludique, voilà. Et je vous invite à y jouer. Sinon, parmi toutes les ressources, donc au sein des équipes locales, donc vraiment dans les établissements qui font partie du réseau, les équipes locales peuvent utiliser un questionnaire qui a été développé, qui est disponible sur une plateforme sécurisée et qui permet de préparer l'entretien d'expression des besoins. Donc, ce questionnaire, qui est en cours qui va arriver très prochainement, il est divisé en première partie. Il permet à l'étudiant, en amont, de prendre le temps de réfléchir à son parcours, à ses points forts, à ses centres d'intérêt, à ses besoins, avant de rencontrer les équipes locales, le service handicap, etc. Donc, ça, c'est vraiment un temps qui peut être important. Je précise qu'il peut être complété en partie ou entièrement, en plusieurs fois, seul ou en étant accompagné. Et la finalité de ce questionnaire, puis ensuite de l'entretien des besoins, comme vous l'a expliqué Marie-Hélène, c'est vraiment de faire émerger des aménagements individualisés, évidemment en fonction de ce que l'établissement est en mesure de proposer. Tu peux passer, Nathalie. Et enfin, tout au long de l'année, on propose des ressources en ligne. Donc, qui sont aussi accessibles pour les étudiants et étudiantes qui ne sont pas dans des établissements qui font partie du réseau. Donc, parmi celles-ci, il y a le module de méthodologie du travail universitaire. Donc, c'est un module qui peut être suivi uniquement sur Moodle. Il y a également ou en ligne aussi. C'est vraiment à la demande. On peut assister à une session, à plusieurs, juste suivre le cours. Enfin, voilà. Et ça permet de mieux comprendre les attentes de l'enseignement supérieur, notamment en termes de gestion du temps, de motivation, de techniques d'apprentissage.
Ensuite, nous avons le café Atypi Friendly. Ça, c'est un café hebdomadaire, pardon. C'est vraiment un espace d'échange qui a lieu en ligne tous les vendredis en fin d'après-midi à 17h30 et qui est ouvert à toutes et tous. Et donc là, étudiants comme proches, personnes concernées ou non, voilà, peuvent échanger leurs expériences, poser des questions, voilà, dire échanger des bonnes pratiques. Et cette année, chaque café avait un thème, une thématique particulière. Voilà. Et enfin, nous avons les ateliers d'habileté sociale universitaire, donc c'est également en ligne. Et donc là, vraiment, c'est ce qui est proposé, c'est de pouvoir travailler autour de thématiques concrètes, comme participer à une conversation, gérer les implicites, trouver sa place dans un travail de groupe, etc. Et enfin, ça n'apparaît pas sur les slides, mais vraiment, dans certaines villes, certaines universités, il y a des associations étudiantes de personnes concernées, il y en a de plus en plus. Donc voilà. Ouais, tu peux passer, Nathalie. Pour en savoir plus, vous avez un QR code à scanner pour vous inscrire à nos actualités. Je vous invite vraiment aussi à aller sur le site parce que là, je vous ai juste donné quelques ressources, mais il y en a plein d'autres. Et si vous avez la moindre question, que vous souhaitez être mis en relation avec un interlocuteur au sein de l'établissement dans lequel votre proche va étudier, vraiment, je vous invite à nous écrire sur le formulaire de contact. Voilà. Et on se fera un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. C'est bon pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais laisser la parole à Laetitia. Donc voilà, bonsoir à chacun et chacune. Donc, moi, je m'appelle Laetitia Chabert. Je suis parent aidant d'un jeune qui a suivi le dispositif Atypi Friendly. Je voulais vous faire part de notre expérience. Je vous propose un petit peu de donner le cadre, en fait, Thomas, de Thomas, de parler un petit peu de sa jeunesse et puis de son parcours. Et ensuite, en fait, vous témoigner comment nous, on l'a accompagné en tant que parents. Et puis, quels ont été les outils qui ont été utilisés à la fac. Donc, je voulais vous redire aussi que le spectre est très large, bien sûr. Donc, le témoignage que je porte, il est vraiment spécifique à Thomas, notre fils. Mais bon, il peut toucher certains d'entre vous, je pense, et puis retrouver tout le monde sur les bases de l'autisme normalement. Donc, un mot rapide sur son histoire. En fait, on a découvert l'autisme de Thomas quand il avait 7 ans. Euh, En fait, on travaillait avec une jeune femme qui aidait pour notre fils aîné qui est autiste. Et elle avait décelé son autisme dès 3 ans, mais bon, nous, on n'avait pas compris qu'il était autiste du tout. En fait, il avait quelques petites maladresses sociales, mais il parlait comme un livre, il comprenait tout. Donc, on n'avait pas trop d'inquiétude sur lui. Mais on s'est rendu compte, quand il grandissait petit à petit, en fait, qu'il jouait pas au moment opportun, par exemple, ou il n'écoutait pas la maîtresse. Et en fait, nous, on pensait que souvent c'était dû à une imitation de son grand frère, par exemple. Mais en fait, non. On s'est bien rendu compte que l'écart s'est creusé petit à petit avec les autres. On a compris que s'il n'écoutait pas les consignes du groupe, c'est parce qu'il avait besoin de plus de structure, de plus d'anticipation et surtout d'explications claires sur les règles sociales. Voilà. Quand il était tout petit, par exemple, on lui avait fait une route rouge et une route verte. Et ça, c'était très clair pour lui. Il arrivait à mieux comprendre les règles sociales juste parce qu'elles étaient écrites et qu'elles étaient vertes ou rouges. Voilà. Ensuite, Thomas est allé à l'école classique, en fait, jusqu'à son bac.
Il a été suivi tout au long par une équipe de psychologues, un petit peu d'orthophonie au départ, un petit peu de psychomotricité, voilà, mais il a eu son bac. Et à la suite du bac, donc il était dans une école qui était très, on va dire familiale, où il était bien entouré. Et ensuite, il a décidé de se lancer dans un BTS, c'est-à-dire 2 années qui lui permettraient d'avoir un petit tremplin avant d'aller à la fac, d'être encore un petit peu soutenu. Et c'est vraiment lui qui a choisi ça. Et ça lui a laissé du temps pour mûrir et pour rejoindre, comme il disait, la jungle de la fac. Il s'en était déjà fait une petite idée un petit peu angoissante, quoi, on va dire. Et ensuite, donc, il est rentré en licence STRI, c'est-à-dire système électronique et télécommunications, et il a poursuivi jusqu'au master. Donc aujourd'hui, il est en poste cybersécurité au CNES à Toulouse. Donc il a aussi continué dans son parcours professionnel après la fac. Donc Thomas, ben, c'est un jeune homme qui a de grandes compétences, vraiment, qui s'intéresse à beaucoup de choses dans la vie, aussi comme tous les jeunes, des jeux de rôle, de l'escrime ludique, des échecs, du théâtre, de l'escalade. Il a beaucoup de... Voilà, et puis l'espace aussi. Et il a beaucoup d'humour et de gentillesse, c'est une volonté de bien faire. Donc ça, ce sont vraiment des choses sur lesquelles nous, on s'est appuyé parce que, comme beaucoup de jeunes autistes que je connais, cette volonté de bien faire, elle est vraiment très présente et c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en valeur pour les aider. Il aime rendre service aussi. Mais bien sûr, il a eu des difficultés et il en a toujours, hein, ça fait partie de son, on va dire, de la façon dont il est constitué. Euh, donc les difficultés qu'il a eues à la fac, en arrivant déjà, c'est qu'il connaissait pas du tout la fac puisqu'il venait d'un BTS. Et donc il ne connaissait pas les locaux qui lui paraissaient immenses. Et il appréhendait les espaces d'amphi et les lieux où il pourrait se reposer, en fait. Il a rencontré des difficultés administratives dans les inscriptions et puis dans l'organisation. C'était vraiment très décousu, très compliqué, enfin vraiment pas linéaire. Sur différents logiciels, des emplois du temps illisibles. Voilà, c'était assez stressant pour lui. Euh, une des difficultés de Thomas, comme beaucoup d'autistes, c'est de différencier ce qui était essentiel et ce qui était accessoire dans tous ces cours et de percevoir, du coup, dans le cours, ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et de percevoir aussi au niveau social, dans ces interactions, l'implicite. Et la principale, je dirais, difficulté de Thomas dans tout ça, ben, c'était la demande d'aide. C'est cyclique en fait chez lui, donc il comprend ce qu'on attend de lui souvent, il pense qu'il peut le faire seul, il le fait et il en a la compétence, mais du coup il se donne beaucoup d'efforts, il gère tout seul, il veut tenter de vivre souvent sans aller demander d'aide parce que ça lui demande un effort d'aller demander d'aide. Et du coup, il prend sur lui pour gérer les événements au quotidien et au bout d'un moment, il s'effondre de fatigue, d'épuisement personnel, de stress. Il nous dit qu'il n'arrive à rien et qu'il est nul. Voilà, vous voyez bien la spirale, en fait. Et là, on lui dit, Thomas, qui dois-tu appeler pour demander de l'aide dans ce cas-là? Et là, ça tilte et la machine est relancée. Souvent aussi, on l'aide à revenir sur une fois où il a déjà rencontré ce souci-là et voilà, pour lui rappeler en fait les outils qu'il avait mis en place et puis lui dire d'essayer de s'arrêter avant d'être épuisé. Euh,
Les difficultés qu'il avait aussi à la fac, déjà, c'était le stress du self, parce qu'il y avait beaucoup de gens, parce qu'il ne savait pas combien de temps allait durer la queue, et du coup, il était stressé d'arriver en retard à un cours. Et puis, il était stressé aussi de ne pas savoir choisir le plat dans la précipitation et de sentir les autres qui râlaient derrière. Ça, c'était embêtant pour lui. Sur le plan sensoriel, Thomas, enfin, il peut gérer seul et il s'habitue à beaucoup d'environnements, y compris sonores, mais avec son casque. Donc, par exemple, il peut être gêné par une grosse ventilation qui va être en arrière, mais avec son casque, ça passe. Et en revanche, au niveau des odeurs, surtout de la cigarette, c'est très compliqué pour lui. Et pour le moment, sa solution, c'est surtout la fuite, parce que il est très enclin à dire aux gens, ça sent trop mauvais, donc il essaye de se retenir de dire que ça sent mauvais. Il essaye de se retenir de dire aux gens, mais pourquoi tu continues alors que c'est dangereux? Il comprend pas. Donc pour gérer tout ça, hop, il part. Mais c'est pas toujours facile. Et on en a parlé aussi tout à l'heure, la grande difficulté, c'était aussi le travail de groupe, parce que surtout quand les groupes ne sont pas imposés, en fait, les élèves qui n'ont pas de groupe d'amis se retrouvent seuls à la fin, avec ceux qui ont de grosses difficultés, ou même parfois avec des étudiants qui sont allophones. Et puis, ils se retrouvent aussi souvent dans des groupes où il y a des jeunes qui font tout au dernier moment, qui n'ont pas cette capacité d'anticipation dont lui a besoin. Et, euh, et Thomas, du fait que les gens n'anticipent pas, il se sentait obligé de gérer le groupe, en fait. Et puis de demander à chaque fois, mais est-ce qu'il faut pas se réunir? Est-ce qu'il faut pas... quelle partie je vais devoir faire? Ça lui arrivait plusieurs fois en fait de faire la partie des autres. En fait, ça lui demandait vraiment beaucoup d'efforts. Donc ça a été assez usant et ça l'a mis en stress. En tant que parents, nous, euh, notre, évidemment, notre objectif, c'était de développer son autonomie et puis d'essayer de lui rappeler et de trouver avec lui quelle était sa motivation pour continuer ses études tout le long. Comme on disait aussi, en fait, en tant que parent, on n'a pas une place définie dans les études supérieures, hein. Notre jeune est majeur et c'est à lui de se prendre en main, bien sûr. Donc nous, on va essayer de la créer, cette place-là, tout en restant souple, parce que le positionnement, en effet, il va changer au cours de l'année. Et souvent, eh ben, on aide beaucoup au début, et puis après, on peut se retirer petit à petit. Il faut savoir moduler nos actions et puis surtout l'aider à faire les choses par lui-même sans qu'il se sente en échec, d'être toujours là pour le rassurer, le soutenir, le valoriser, lui rappeler tout ce qu'il a réussi à faire jusque-là, sans faire les choses à sa place. Et puis l'aider aussi à activer les leviers en faisant avec lui au début, puis petit à petit, comme je disais, en le laissant faire seul. Et nous avons vraiment ressenti le besoin de le soutenir dans les démarches administratives et puis de vérifier vraiment, de checker si les inscriptions sont faites, de réunir les documents, de valider les dates. Donc même s'ils ont envie de faire seul, ça c'est vraiment un filet qu'il faut continuer à tenir. Euh, voilà, on a été reçu par le pôle handicap, donc on était avec lui, avec Thomas, et on a bien pu ensemble définir ses besoins. Donc nous, en tant que parents, ce qu'on a mis en place comme outil, c'est que on l'a aidé déjà à visualiser quelles étaient ses personnes ressources.
Donc on a fait un petit schéma comme ça, avec marqué les personnes ressources dans l'autisme, les personnes ressources à la fac, les personnes ressources pour ses jeux, pour son sport, pour sa sphère personnelle et sa famille et sa sphère amicale. Et donc en lui mettant à chaque fois les personnes ressources, ça l'a vraiment aidé à pouvoir petit à petit solliciter les bonnes personnes au bon moment. On peut faire aussi un trombinoscope et créer un lien avec ces personnes-là pour être à disposition si jamais il y a une question. Et surtout les interpeller si on sait que notre jeune se sent perdu. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a aidé, donc, comme je vous disais, à avoir un emploi du temps clair. Et cet emploi du temps aussi, ce qu'on a fait, c'est que comme il changeait chaque semaine, c'était assez compliqué. Donc on a fait à la fois un emploi du temps au mois et à la fois un emploi du temps à la semaine. Et l'idée, c'était de l'aider à visualiser, mais surtout de repérer quelles vont être ses pertes et ses gains d'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, s'il avait une matière qui était très difficile pour lui, ou bien qui était dans un environnement bruyant, ou bien, enfin, quand les conditions étaient pas optimales pour lui, ben, on faisait un petit carré rouge le jour où il y avait cette matière-là. Et on l'incitait à prendre donc soit en amont de ce temps-là, soit après, un moment où il pouvait regagner en énergie. Donc un moment où il pouvait aller dans un lieu ressource ou aller se reposer ou même aller écouter de la musique. Enfin, on trouvait avec lui quel était le bon outil pour qu'il puisse récupérer et se détendre. Donc voilà, donc ça pouvait être aussi sur une semaine. Et donc aussi on avait une petite batterie sociale. Donc en fait on lui demandait à chaque fois, bah, est-ce qu'il te reste de la batterie sociale ou pas du tout? Voilà. Et pour l'aider aussi, donc ça, pour l'aider dans sa gestion émotionnelle. En fait, on a beaucoup travaillé, mais ça depuis qu'il est tout petit, avec la pyramide de gravité. C'est-à-dire que quand il y a un imprévu, ou par exemple un changement d'horaire de cours, un cours qui saute, ou il a oublié sa carte de bus, ou voilà, il arrive quelque chose qui le perturbe, en fait, ben, on essaye de voir avec lui. Lui, il a l'impression, en fait, que c'est quelque chose de très grave et il panique. Et en fait, on regarde avec lui, est-ce que tu es blessé? Est-ce que tu vas partir à l'hôpital? Est-ce que tu pourras plus jamais aller à ce cours-là? Donc en fait, on lui pose des questions et finalement, il arrive à comprendre que ça arrive à tout le monde, ce genre de choses, et que on peut réparer ensemble. On peut refaire la chose, on peut revisiter. Donc ça, en tout cas, ça l'a beaucoup aidé. Euh, voilà, et puis surtout lui rappeler qu'il a très souvent qu'il a déjà rencontré cette situation. En général, ça s'appelle des imprévus prévisibles. En général, c'est toujours la même chose, quoi. C'est je perds un objet, je suis en retard, un prof n'est pas venu. C'est un petit peu les mêmes choses qui reviennent tout le temps. L'autre chose aussi qu'on fait, mais ça, il le fait aussi avec sa psychologue, parce qu'il a toujours un suivi régulier avec sa psychologue qui le connaît bien. Elle construit souvent avec lui des scénarios sociaux, donc en reprenant ce qui s'est passé, qui n'était pas tout à fait ajusté, et en l'aidant. Donc par exemple, si vous regardez les petites séries là d'Atypi Friendly, vous verrez par exemple, il y a l'exemple d'un étudiant donc, qui arrive près de la salle de cours et sa prof arrive les bras complètement chargés de livres et de classeurs. Et puis en fait, elle attend qu'on lui ouvre la porte, mais comme elle l'a pas demandé,
eh bien, par exemple, l'étudiant va pas ouvrir la porte. Donc ça, c'est une petite situation, par exemple, qu'il faut reprendre pour les aider à être plus attentifs aux autres autour, parce que sinon, les autres les considèrent comme des gens, on va dire, mal éduqués, ou en tout cas, ils sont dépréciés par les autres. Donc on reprend les petits scénarios sociaux qui arrivent dans la vie de tous les jours sur des petites maladresses. Voilà. Euh, donc, ce qu'on a fait aussi dans les outils de la fac, eh bien, c'est la visite des locaux. Donc ça l'a beaucoup aidé. Et du self en pré-rentrée, donc avec le responsable. Donc ça a beaucoup aidé Thomas. Et ensuite, chaque année, Thomas a fait une sensibilisation auprès des professeurs et de ses étudiants de sa classe, en fait, où il a expliqué qu'est-ce que c'était un peu sa différence et comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider si on voit qu'il panique, par exemple. Donc ça c'est bien. Atypi Friendly peut le faire aussi, j'imagine. Mais lui, il avait l'habitude de le faire depuis qu'il était tout petit, donc il a continué. Pour les travaux de groupe, donc ce qui était difficile, bah, du coup, on est allé voir les professeurs. Enfin, c'est encore une fois les référents atypiques qui s'en sont chargés d'aller voir les professeurs et puis de leur demander de former les groupes eux-mêmes. En fait, c'est comme dans la vraie vie, hein, on ne choisit pas ses collègues. Donc c'est un petit peu la même chose qui peut se passer à la fac. Et, euh, et puis, l'importance de détailler le rôle de chacun avec des deadlines, de faire un calendrier vraiment pour les aider ce que chacun fasse sa part. Il y a eu des aménagements en place aussi, donc le tiers-temps. Je voulais dire que le tiers-temps, en fait, il se fait différemment selon les professeurs, mais aussi selon le temps qui est imparti. Par exemple, s'il y a un test qui est fait pendant l'heure d'informatique, ben, on ne peut pas forcément mettre de tiers-temps parce que va suivre un cours de maths. Donc, ça ne sera pas un rallongement du temps du test, mais ça va être plutôt, on va enlever des questions, ou bien on va réaménager le barème pour que ça compense, en fait. Donc, ce tiers-temps-là, il peut être adapté. Ce qui a été important aussi pour Thomas, c'est un espace de repli sensoriel. Donc, ça, vraiment important de le voir au début de la visite pour qu'il sache à quel moment il peut aller se ressourcer au niveau sensoriel. Il se laisse le droit aussi de manipuler des objets comme des fidgets qui l'aident à se concentrer. Et il a eu un coupe-fil au self, ce qui l'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est un coupe-fil par derrière. Donc en fait, les gens ne le voient pas doubler la file, ce qui est aussi important, parce que passer devant les autres, c'est compliqué. Euh, enfin, Thomas a eu un accompagnement professionnel par un dispositif qui s'appelle Happy Pêche. Il a pu rencontrer des entreprises. Il a été guidé dans les entretiens, soutenu dans ses rapports avec l'équipe qui faisait passer les entretiens. Il a été aidé à la compréhension, euh, enfin à l'expression de ses particularités. Le besoin de découpage en mini-tâches, par exemple, et en mini-objectifs, une validation fréquente, la possibilité de fermer le bureau pour recharger ses batteries, mettre son casque. Bah, tout ça, il a été accompagné dans toutes ces démarches. Et aussi, il a bénéficié, donc on en parlait, de l'association. Donc à Toulouse, elle s'appelle La Bulle. Et puis une fois que ce sont des jeunes pros, il y a aussi la Mousse. Donc en fait, et pour lui d'être entre autistes, ça leur permet de se comprendre mieux, de pas avoir tout ce qui est cette charge sociale à gérer et de pouvoir évacuer la pression, de faire du théâtre ensemble, de sortir, de faire des rencontres autour de leurs intérêts spécifiques. Donc il en a vraiment beaucoup bénéficié. Euh,
Voilà, c'était un petit peu tout. J'espère que j'ai pas trop dépassé le temps. Je peux regarder. Super, merci beaucoup, Laetitia. Merci à toutes les trois pour vos précieuses interventions. On a eu beaucoup de questions et il nous reste un peu plus de 10 minutes pour pouvoir répondre à quelques questions. Alors, pour rebondir sur la présentation de Laetitia, il y a une question relative aux outils d'organisation, Laetitia, et aux emplois du temps, qui Oui. semblent être simples et efficaces. La personne demande où est-ce qu'on peut les télécharger. Alors, c'est nous qui les avons faits, mais on peut vraiment les laisser, hein. Je peux vous envoyer voilà, un support vierge. Super, Pas de souci. super, merci beaucoup. Une question autour de l'accompagnement des étudiants autistes à l'étranger. Comment accompagner et aider au mieux un étudiant autiste qui fait ses études à l'étranger? Alors, si je peux me permettre, Bien sûr, on est, vas-y. on est actuellement en train de travailler sur cet aspect-là. Il y a un groupe de travail international qui s'est monté au sein d'Atypi Friendly. Donc voilà, ça est à l'état d'ébauche, mais en tout cas, il va y avoir des pistes Il très y a déjà prochainement. des choses qui existent. Par exemple, moi, j'ai une étudiante qui était pendant son parcours pendant presque une année entière au Japon. Et on a maintenu le contact. Voilà, on faisait des visios ensemble pour savoir où elle en était, comment ça se passait, comment étaient ses liens avec l'équipe handicap sur place. Donc, ça peut être aussi ça, la poursuite de l'accompagnement, notamment dans tout ce qui est semestre, Erasmus. En tout cas, c'est déjà commencé chez nous, on peut le poursuivre pendant que la personne est à l'étranger. Je l'ai aidée aussi parce qu'elle avait une suspension de son allocation. Voilà, des choses très pratiques aussi. Euh, et voilà, tout ça, on essaie vraiment de voir dans le groupe international parce qu'il y a aussi, on accueille des étudiants étrangers aussi dans nos propres universités du réseau. Donc là aussi, il faut faire des liens. Et puis, on essaye de faire des liens avec les autres universités. Certaines, on sait qu'elles ont des programmes un peu du même type, mais jamais aussi beaux que le nôtre. On est vraiment précurseurs là-dessus pour une fois. Mais quand même, on essaye de mutualiser au maximum maintenant certains des outils avec les universités étrangères. Merci pour ces éclairages. Une question autour de l'intégration des pères aidants. Que pensez-vous de l'intégration des pères aidants dans l'accompagnement des autres étudiants TND, TSA à l'université? Tu veux intervenir, moi? Bah alors, oui, je peux intervenir. On est déjà dans le café. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, ça dépend de ce qu'on entend par père aidant, si c'est un statut, disons, officialisé, ou si c'est de la père aidance de manière dans une vie associative, via les cafés, via des discussions informelles. La père aidance, c'est quelque chose qui est en train de se développer en France dans de nombreux secteurs, et notamment psychiatrie. Je pense qu'il y a plein de choses à travailler sur le sujet, mais c'est vrai que c'est pas encore tout à fait développé. Ça existe un peu à travers les associations Oui, d'étudiants voilà. et C'est on a ça. développé aussi avec Atypi Friendly un pool pour encourager dans les universités où c'est pas le cas à créer cette association, pour les aider à créer cette association, donc pour soutenir ça. Donc il y a les cafés Atypi le vendredi et puis après on peut mettre des liens avec selon les territoires avec des groupes d'entraide mutuelle qui peuvent Oui, aussi apporter pas mal d'aide. oui. Et dans nos personnels aussi, que ce soit dans Atypi Friendly ou dans des universités, il y a aussi des personnes avec TSA ou avec d'autres TND et qui peuvent parfois être d'un grand secours pour justement se projeter aussi sur l'avenir. Et donc, on a tout à fait conscience de ça. Merci. Alors, quelles sont les universités en France reconnues à Tipeee Friendly? Eh bien, sur le site internet, vous pouvez trouver une carte. Donc, c'est à l'accueil, vous cliquez sur établissement. Est-ce que je peux mettre le lien sinon directement sur le chat? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Sur le chat ou en Oui, sur le question-réponse? chat. Oui, Ouais, si tu peux, super. très bien. Eh ben, je mets le lien tout de suite. Il y en a Merci. plus d'une quarantaine actuellement et là aussi, on a un kit de déploiement pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus possible d'établissements qui rentrent dans ce réseau. Et il y a évidemment
les programmes implantés dans les universités, mais il y a aussi plein de ressources que vous pouvez consulter sur le site, même si l'établissement de votre étudiant proche n'est pas encore dans le réseau, hein. Donc, il y a déjà des ressources que vous pouvez utiliser. Alors, une question autour du Conservatoire régional de Paris. Est-ce que vous auriez des informations pour aider les étudiants autistes du Conservatoire régional de Paris? À ma connaissance, ils ne sont pas encore dans le réseau. On a commencé, donc depuis maintenant 2018, surtout par les universités. Ensuite, petit à petit, bon, on a des demandes d'intégration de grandes écoles. Et puis voilà, petit à petit, on essaie d'essaimer, mais ça a démarré surtout par les universités. Mais à ma connaissance, le conservatoire n'est pas encore dans le réseau. Juste Nathalie, je crois que seuls les hôtes et panélistes peuvent voir mes messages dans le chat. Ah, On va le rappeler. Attends, je vais essayer de faire ça. Et normalement, tout le monde devrait le voir si je fais tout le monde tac. Mm. Et du coup, j'avais également, je mets le lien vers le café. oui, le café à Tipeee. Il y avait une question d'ailleurs à ce propos sur les ateliers habilité sociale. Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Alors oui, ils sont toujours d'actualité, mais malheureusement, je pense qu'ils sont complets pour cette année. Ok, Alors, il faut savoir qu'il y a des ateliers en ligne comme ça, qui sont dans le Ouais. programme national. Et puis aussi, après, il peut y avoir au niveau local des ateliers organisés dans certaines universités. C'est pas dans toutes, mais quelquefois, il y a aussi des groupes d'habileté sociale universitaire au niveau plus local. Donc, c'est vrai il faut consulter régulièrement et notamment en début d'année universitaire pour s'inscrire rapidement dans les groupes parce que c'est vrai qu'on manque un peu de force et que ça devient vite complet. ce sont des groupes qui accueillent combien de personnes en moyenne? Je sais pas combien ils sont à peu Je ne près. saurais pas vous dire. C'est une collègue qui s'occupe de ça. C'est moins de 10, je pense, hein. Ouais. Oui, ça doit être des petits groupes, Oui, 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 j'imagine. c'est des Ok, petits groupes. oui. Alors, une question autour des solutions de recours. Quelles sont les solutions de recours autant pour les étudiants que pour les aidants en cas de non-aménagement et de non prise en compte par les professeurs? Alors, il en existe plusieurs. Euh, je conseillerais à la personne qui a posé cette question peut-être de nous écrire directement. S'il s'agit d'une université Atypi Friendly qui fait partie du réseau, je pense que le mieux, c'est encore de nous écrire directement via le formulaire de contact pour qu'on puisse faire remonter sa demande à l'équipe locale. Parfait. Voilà. Et je vais mettre le lien direct aussi à Nathalie vers le formulaire Très dans le bien. chat. Est-ce que les universités acceptent un élève autiste avec un chien d'assistance? Oui, nous, ça nous est arrivé à l'Université Paris-Cité, par exemple. Donc ça, c'est, comme on disait, les universités sont une part d'autonomie, donc ça doit se négocier avec chaque service handicap. Je ne peux pas vous dire que ça va être accepté partout forcément. Mais dans des universités un peu sensibilisées, avec un certain nombre de règles et de cadres, c'est possible. Nous, on a eu une étudiante pour laquelle ça a été le cas et ça a facilité aussi les relations sociales avec les autres étudiants notamment. Est-ce qu'Atypi Friendly est-elle aussi présente pour les étudiants autistes en filière IUT? Oui, tout ce qui est IUT, BUT, bah, comme ça dépend des universités, Atypi est présente par contre pas dans les BTS, parce que ça dépend de l'éducation nationale. Voilà. Merci, super. Est-ce qu'il existe un accompagnement spécifique en passage d'études vers l'insertion professionnelle? Alors, il existe énormément de choses. Le mieux, c'est sans doute d'aller voir le service d'orientation de la fac. Donc, si l'établissement fait partie du réseau, généralement, il peut y avoir une mise en lien avec ce service-là. Et après, il y a énormément de choses qui existent, mais ça dépend du coup plus de l'AGFIP. Et ce serait très long d'égrener tous les dispositifs, mais il y a plein de choses, oui.
En tout cas, on essaie de le prendre en compte le plus tôt possible. Et ne serait-ce aussi que pour les orientations, par exemple, de la licence vers le master, hein, avec, on va Mm. faire un accompagnement aussi mon master. Donc, voilà, il y a différentes phases de l'orientation jusqu'à après l'orientation vraiment professionnelle. Et c'est un projet qu'il faut réfléchir avec l'étudiant parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein, pour n'importe quel étudiant déjà, c'est pas facile de se projeter. Mais il faut trouver et parfois des solutions nouvelles, pas forcément les solutions qui conviennent aux autres étudiants. Moi, j'ai un étudiant qui a eu du mal parce qu'il est tombé sur une de nos conseillères d'orientation qui n'était pas du tout sensibilisée, qui lui a proposé des choses très concrètes, alors que lui, ce qui l'intéressait, c'était des choses beaucoup plus abstraites. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, certains étudiants préfèrent les choses très concrètes et pas les choses très abstraites. Et elle n'a pas su bien s'ajuster parce qu'elle ne connaissait pas le fonctionnement en particulier. Mais après, heureusement, on a un autre, dans notre équipe Atypi Friendly à Paris-Cité, on a un spécialiste de l'orientation qui connaît très bien l'autisme. Et donc là, on a repris les choses pour vraiment, parce que même la façon d'interroger les motivations, de réfléchir sur soi-même, c'est pas la même chose avec une personne autiste ou un étudiant ordinaire. Donc parfois, il faut être un tout petit peu plus directif, pas poser des questions trop ouvertes où la personne sera complètement perdue, ne saura pas quoi répondre, tout en s'appuyant aussi sur les domaines d'intérêt spécifiques, même s'ils nous paraissent bizarres, un peu étonnants, bah, ça peut être aussi un point vraiment important pour l'insertion et faire preuve de créativité pour trouver aussi des insertions qui pourraient plaire à l'étudiant, même si au départ, c'est pas les mêmes que pour des étudiants ordinaires. Merci. On va prendre une dernière question avant de conclure. Comment bénéficier d'un accompagnement d'Atypi Friendly s'il n'y a pas de convention avec l'université choisie? Alors, bah, il y a toutes les ressources qui sont disponibles en accès libre, déjà en ligne. Et ensuite, il ne faut pas désespérer parce que voilà, il y a de plus en plus Puis, d'universités qui rejoignent le programme. Et, ils ont tout un service handicap qui parfois fait déjà des choses tout à fait Exactement. utiles, hein. Donc, il faut commencer par s'adresser Mm. au service handicap et éventuellement en signalant au service handicap s'il ne connaît pas les ressources atypiques friendly pour discuter ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire en s'appuyant sur des outils parce que quelquefois les personnes ne connaissent pas ces outils-là. En attendant peut-être que cette fac-là aussi bah, rentre dans le réseau. Mais avant, on peut faire déjà pas mal de choses en s'appuyant et sur le service handicap et sur les ressources du site. Merci beaucoup. Alors, on va conclure. Je vous remercie vraiment infiniment toutes les trois pour cette précieuse intervention. Merci beaucoup, Laetitia. Le témoignage a beaucoup touché les participants. Voilà, c'est toujours très, très riche. Merci beaucoup à Nina et Marie-Hélène. Donc, les supports seront bien disponibles sur donc la plateforme e-learning campus du GNCRA. On vous replacera, normalement, on vous a placé le mail dans l'onglet Q&R pour celles qui ont vu. Sinon, vous pouvez le récupérer via nos réseaux sans souci. Le support de la présentation, le replay sur la page YouTube et sur Campus et les outils que Laetitia pourra nous fournir aussi, c'est super. Voilà. Pour les prochains webinaires, donc Nina parlait d'un prochain webinaire en mai. N'hésitez pas oui, à suivre les réseaux d'Atipi. Et puis, nous, on le relaiera aussi au niveau de la maison de l'autisme. Voilà. Et puis, concernant les autres webinaires relatifs à la formation des proches d'aidants, on fera également la communication via nos réseaux. Voilà. N'hésitez pas à rester connectés. Je vous souhaite à toutes et tous une Nathalie, excellente soirée. Oui, Nina. juste, j'ai mis un message dans le chat pour télécharger une foire aux questions qu'on a créée avec, parce que j'ai vu qu'il y a il y a plein de Ah questions oui, auxquelles on n'a pas je pu le mets tout de apporter de suite. réponse, donc il y en a, voilà, Ça y est, c'est partagé. voilà, super, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Merci. Merci encore une Bonne fois soirée à à toutes les toutes et trois. tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.